J'ai fixé la notification de message vocal sur mon téléphone comme si elle allait me mordre. BNP Paribas, 14h47, un mardi. J'étais assise dans mon bureau au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, entourée de manuels de conformité et de dossiers de subvention, quand j'ai appuyé sur lecture. Mademoiselle Roussel, ici Monsieur Marchand du service des prêts immobiliers. Votre compte de prêt se terminant par 7734 présente un retard de paiement de 90 jours. Nous devons impérativement discuter de vos options pour éviter une procédure de saisie immobilière. Rappelez-moi dès que possible. Mes mains sont devenues glacées. Je suis propriétaire de ma maison à 100%. J'avais acheté ce modeste pavillon de 3 chambres à Chartres pour 220 000 € en 2019. Payé comptant avec l'argent que j'avais économisé en travaillant sur des contrats de la fonction publique depuis mes 22 ans. Pas de prêt, pas de dette. C'était tout l'intérêt. J'ai rappelé avant même que le message ne s'arrête de jouer une seconde fois. Monsieur Marchand à l'appareil. C'est Camille Roussel. Vous m'avez laissé un message concernant un prêt, mais il y a une erreur. Je n'ai pas d'hypothèque sur ce bien. Je le possède en pleine propriété. J'ai entendu un pianotage sur un clavier, puis un silence. Encore du pianotage. Mademoiselle Roussel, je regarde votre dossier en ce moment même. Il indique un refinancement avec retrait de liquidité effectué le 14 mars de cette année. Montant principal, 200 000 €. La première échéance était due le 1er avril. Aucun paiement n'a été effectué depuis. C'est impossible. Je n'ai jamais rien refinancé. Le dossier indique que la demande a été déposée en personne à notre agence de Versailles. J'ai une signature ici et il semble qu'il y ait 2 co-emprunteurs listés comme ayant une procuration. Mon estomac s'est noué. Qui? Jean-Pierre et Martine Roussel. S'agit-il de membres de votre famille? Je n'ai pas répondu. J'attrapais déjà mes clés. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents à Rambouillet a duré 20 minutes. J'ai passé chaque seconde à repenser au dernier dîner de famille il y a 3 semaines, quand ma mère m'avait demandé nonchalamment, devant son gigot d'agneau, si j'avais toujours ce papier spécial de quand j'avais acheté la maison. L'acte de propriété, elle voulait dire. Je lui avais dit qu'il était dans mon coffre-fort à la banque. Elle avait souri. Si organisée, ma chérie, comme toujours. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Ce sourire avait la même qualité que lorsqu'elle disait à mes professeurs que j'étais trop sensible après qu'ils l'aient appelé parce que mon frère Loïc m'avait jeté des pierres pendant la récréation. Le sourire qui transformait tout en un problème que je devais résoudre. Je me suis garé dans leur allée et je suis resté là 1 minute entière à fixer la scène. Une piscine, du genre avec un débordement et des lumières LED qui a probablement coûté 60 000 €. La vieille Peugeot 206 de mon père avait disparu, remplacée par un SUV Audi gris avec des plaques provisoires. À côté, un cabriolet BMW rouge avec un nœud sur le capot. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Elle était ouverte. J'entendais des voix dans le jardin. Camille, ma mère est apparue dans le couloir, s'essuyant les mains sur un torchon. Quelle surprise! Tu restes pour le dîner? Je prépare. Où as-tu trouvé 200 000 €? Elle a cligné des yeux. Quoi? La piscine, les voitures? D'où vient l'argent? Mon père est sorti de la cuisine une bière à la main. Il portait un polo neuf, le genre avec un petit logo de cavalier. Ma grande, tu es là. Viens voir la piscine. L'entrepreneur vient de finir l'éclairage. Répondez à la question. Il a échangé un regard avec ma mère. Puis il a souri. Ce même sourire. On a utilisé ta maison, ta famille. Ce qui est à toi est à nous, non? On t'a élevé. On t'a nourri. C'est juste un juste retour des choses. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas de la surprise. C'était ça le pire. Je n'étais pas surprise. Vous avez imité ma signature. On n'a rien imité du tout, a dit ma mère rapidement. Tu nous as donné une procuration quand tu as eu cette opération en 2021. Tu te souviens? Pour les décisions médicales. C'était une procuration limitée aux soins de santé uniquement. Mon père a haussé les épaules. La banque n'a pas posé de questions. On a apporté ton acte de naissance,
quelques vieux avis d'imposition. Ils ont été très serviables. Vous avez commis une fraude. Ne sois pas dramatique, a dit ma mère. Nous sommes tes parents. Tu as les moyens. Tu gagnes bien ta vie dans ton ministère et tu ne dépenses jamais rien pour toi. Tu vis comme une nonne. On a juste emprunté ce que tu n'utilisais pas. J'ai regardé mon père. Vous avez contracté un prêt de 200 000 € sur le dos de ma maison, et vous n'avez pas fait un seul versement. La banque menace de saisir. Il a agité la main d'un air méprisant. Alors, fais les paiements. Tu es doué avec l'argent. Tu trouveras une solution. Je ne vais pas payer pour votre piscine. Le visage de ma mère a changé. J'avais déjà vu cette expression, généralement juste avant qu'elle ne me dise que j'étais égoïste, ingrate, difficile. Après tout ce qu'on a fait pour toi, on t'a logé pendant 18 ans. On a payé ta fête pour tes 18 ans, et c'est comme ça que tu nous remercies. Vous avez pris un prêt en mon nom sans ma permission. C'est de l'escroquerie. C'est une usurpation d'identité. C'est. Tu vas appeler la police contre tes propres parents? La voix de mon père est devenue dure. Pour de l'argent? Tu as toujours été froide, Camille. Ton frère avait raison. Où est Loïc? Ils se sont tus tous les deux. Où est Loïc? Ma mère a détourné le regard. Il avait besoin d'une voiture. Son permis a encore été suspendu, mais il a trouvé un boulot dans le sud, et il ne peut pas y aller sans la BMW. C'est un cadeau, a-t-elle dit. Pour ses 30 ans, acheté avec de l'argent qu'on m'a volé. On n'a rien volé. Mon père a claqué sa bière sur le comptoir. Tu nous es redevable. On a tout sacrifié pour toi et ton frère. Ta mère s'est tuée à la tâche. J'ai fait des doubles services pendant des années. Et toi? Tu es parti faire ton petit boulot de fonctionnaire, tu as acheté ta petite maison, et tu as oublié ta famille. Eh bien, la famille n'oublie pas. La famille partage. J'ai appelé la ligne d'urgence pour les fraudes depuis ma voiture. Puis j'ai appelé ma banque. Puis j'ai appelé une avocate. L'avocate s'appelait Maître Catherine Leroy. Elle avait 53 ans, des mèches argentées dans les cheveux et n'a pas souri une seule fois pendant notre consultation. Ils ont utilisé une procuration médicale pour obtenir un refinancement sur votre résidence principale, a-t-elle dit en examinant les documents. C'est une escroquerie au sens de l'article 313-1 du Code pénal, une usurpation d'identité et un faux en écriture. Qu'est-ce que je dois faire? Vous déposez plainte au commissariat. Vous signalez l'usurpation d'identité. Vous contestez le prêt auprès de la banque. Et vous me laissez gérer le signalement au procureur de la République. Ce sont mes parents. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Ils vous ont volé 200 000 € et ont mis votre maison en péril. Ce sont des criminels. J'ai déposé plainte ce soir-là. La policière s'appelait Sophie Vallet. C'était une spécialiste des délits financiers et elle avait déjà vu ça. La fraude envers les personnes âgées est courante, dit-elle. Mais ça, des parents qui escroquent leurs enfants adultes, on en voit de plus en plus, surtout dans les familles où il y a une dynamique d'enfant roi. Un enfant qui ne peut rien faire de mal. L'autre qui sert de distributeur automatique. Vous avez mentionné un frère. Loïc, il a 30 ans. Il multiplie les séjours en cure de désintoxication. Il ne garde aucun boulot. Elle a hoché la tête en écrivant. Et ils lui ont acheté une BMW avec votre argent. Oui, ce sera utile pour l'accusation. Cela montre un schéma d'abus financier et de traitement préférentiel. Avez-vous des traces d'autres fois où ils vous ont pris de l'argent? J'en avais. Je tenais un dossier depuis mes 26 ans, l'année où j'ai réalisé que ma famille n'était pas normale. L'année où ma psy m'a demandé de commencer à tout documenter. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert le dossier. Coût financier, 8 500 € de prêt à Loïc pour une cure, jamais remboursé. 2019, 12 000 € de prêt aux parents pour une toiture. Je les ai vus plus tard partir en vacances sur la Côte d'Azur. 2020, 3 200 € de frais d'avocat pour Loïc après sa deuxième conduite en état d'ivresse. 2021, 15 000 € pour une urgence familiale qui s'est avérée être un acompte pour une multipropriété en Espagne. 2022, 6 800 € pour le loyer de Loïc pendant 4 mois.
2023, 4 500 € de facture médicale pour ma mère, elle a avoué plus tard que c'était de la chirurgie esthétique dentaire. Au total, 50 000 € sur 10 ans, sans compter les cadeaux d'anniversaire, les courses que j'achetais, les factures d'électricité que je payais quand ils oubliaient. Coups émotionnels, j'ai raté ma remise de diplôme parce que Loïc a été arrêté le même jour. Mes parents sont allés payer sa caution. Ils m'ont dit de comprendre les priorités. J'ai raté mon dîner de promotion parce que ma mère a appelé en pleurant parce que Loïc avait crashé sa voiture. J'ai passé mes 30 ans seul parce que la fête de famille a été reportée pour la nouvelle petite amie de Loïc. Chaque réussite était balayée. C'est bien, ma chérie. Mais tu as entendu que Loïc a trouvé un travail? Chaque limite était accueillie par la culpabilité. Tu brises le cœur de ta mère. Coup d'opportunité, j'ai refusé un poste à Lyon, mieux payé, parce qu'on ne peut pas abandonner sa famille. Je n'ai jamais voyagé à l'étranger parce que et si on a besoin de toi? Je suis sorti avec quelqu'un pendant 3 ans. On a rompu quand il a dit qu'il ne pouvait pas se marier avec une telle dynamique familiale. J'ai regardé la liste. 10 ans, 50 000 € en liquide, des heures innombrables, des quantités infinies de culpabilité, de manipulation et de cruauté normalisée. Ma psy avait un nom pour ça. L'abus financier au sein d'un système familial narcissique. J'étais le bouc émissaire. Loïc était l'enfant roi. Mes parents étaient les facilitateurs qui exigeaient que je paie pour le privilège d'être maltraité. Le procureur s'appelait Marc Laurent. Il a traité l'affaire comme si elle comptait. L'escroquerie bancaire est un délit grave, m'a-t-il dit dans son bureau. Vos parents ont obtenu 200 000 € sous de faux prétextes en utilisant une autorité falsifiée. La banque a perdu de l'argent. Vous êtes la victime. C'est exactement le genre d'affaire que nous poursuivons. Iront-ils en prison? Cela dépend. S'ils coopèrent, remboursent les fonds et plaident coupables, nous pourrions recommander du sursis et une obligation de remboursement. S'ils contestent, il a haussé les épaules. Alors oui, les peines pour ce niveau de fraude commencent généralement par de la prison ferme. Ils ne peuvent pas rembourser les fonds. Ils ont tout dépensé. Il a pris une note. Alors ils devront liquider leurs biens. Les voitures, la piscine, tout ce qui a été acheté avec le prêt frauduleux. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Vous êtes la victime. Laissez-nous gérer les poursuites. La brigade financière va vous interroger, rassembler les preuves et monter le dossier. Votre travail est de coopérer et de laisser le système fonctionner. L'entretien avec la police judiciaire a eu lieu 2 semaines plus tard. L'agent m'a posé des questions pendant 3 heures sur mes parents, mon frère, l'historique financier, les documents de prêt falsifiés. Ont-ils déjà exprimé des remords? A-t-elle demandé. Non, ils ont dit que je leur devais ça. Que j'étais égoïste. Comprennent-ils qu'ils ont commis un crime? Je ne pense pas qu'ils s'en soucient. Elle a fermé son carnet. Mademoiselle Roussel, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez été victime d'une usurpation d'identité par des membres de votre famille qui ont exploité votre confiance. Ce qui arrive ensuite n'est pas de votre faute. C'est de la leur. J'ai pleuré sur le parking pendant 20 minutes. Les arrestations ont eu lieu un jeudi matin. Les policiers ont exécuté des mandats de perquisition au domicile de mes parents et ont saisi les voitures, les relevés financiers et la documentation de la construction de la piscine. Mes parents ont été présentés au juge l'après-midi même. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Ma mère pleurait. Mon père était furieux. Loïc hurlait que j'avais détruit la famille. Je n'ai pas répondu. Mon oncle a appelé. Ma tante a appelé. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont appelé. Tout le monde avait le même message. Comment pouvais-je faire ça à mes parents pour de l'argent? Est-ce que je ne savais pas que la famille était plus importante? Est-ce que je ne pouvais pas simplement pardonner et oublier? J'ai bloqué 23 numéros de téléphone cette semaine-là. L'audience préliminaire a eu lieu au tribunal correctionnel de Versailles. J'étais assise dans la salle et j'ai regardé mes parents plaider non coupables. Leur avocat a soutenu qu'ils avaient fait une erreur innocente, qu'ils croyaient que la procuration leur donnait l'autorité nécessaire. Le procureur a présenté les preuves, la portée limitée de la procuration originale,
les relevés bancaires montrant que mes parents avaient spécifiquement fait des recherches sur le refinancement avant de se rendre à l'agence. Les factures de l'entrepreneur pour la piscine dataient de 2 jours après le déblocage du prêt. Le juge a refusé la remise en liberté sous caution. Les prévenus ont démontré une volonté de commettre une fraude financière sophistiquée contre leur propre fille. Ils présentent un risque de fuite et de réitération. Ma mère a sangloté. Mon père m'a regardé depuis l'autre côté de la salle avec une haine pure. Je n'ai rien ressenti. Le procès a duré 4 jours. Les preuves étaient accablantes. Les employés de la banque ont témoigné sur la demande de prêt de mes parents. L'entrepreneur a témoigné pour la piscine. Des analystes financiers ont présenté les relevés de la façon dont l'argent avait été dépensé. J'ai témoigné sur la procuration, sur l'historique des abus financiers, sur la découverte de l'avis de saisie. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence est tombée 6 semaines plus tard. Mon père a été condamné à 42 mois de prison, dont 30 fermes. Ma mère à 36 mois, dont 24 fermes. Tous deux ont été condamnés à verser la totalité des 200 000 € plus les intérêts et les pénalités, soit un total de 247 000 €. La BMW a été saisie et vendue aux enchères. L'Audi aussi. La piscine a été comblée et la maison de mes parents a été saisie parce qu'ils avaient aussi contracté un prêt revolving pour couvrir les dettes de jeu de Loïc, ce qui est apparu lors de l'enquête. Loïc m'a envoyé un mail le lendemain du verdict. Objet, j'espère que tu es contente. Je l'ai supprimé sans le lire. 3 mois après le procès, j'étais assise dans mon jardin. Ma maison était toujours la mienne, libérée de toute hypothèque après que la banque a annulé le prêt frauduleux, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Camille. Je n'ai pas reconnu la voix au début. C'est Tata Françoise, la sœur de ma mère, celle qui n'avait pas appelé pour me hurler dessus pendant le procès. Je voulais que tu saches, a-t-elle dit calmement, que je te crois. J'ai vu comment ils t'ont traité pendant des années. Je les ai vus acheter cette voiture à Loïc alors que tu conduisais une vieille voiture d'occasion. Je les ai vus prendre ton argent et te traiter d'égoïste quand tu hésitais. Je suis désolé de n'avoir jamais rien dit auparavant. Je me suis assise sur les marches de mon perron. Ta mère m'a appelé depuis la prison la semaine dernière, a-t-elle continué. Elle voulait que je te demande de venir les voir, de leur pardonner. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que ce qu'ils avaient fait était impardonnable et que tu ne leur devais rien. Elle m'a raccroché au nez. Merci, ai-je chuchoté. Tu as fait ce qu'il fallait, ma grande. Ne laisse personne te dire le contraire. 6 mois après la condamnation, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle a été transmise depuis la prison par mon avocate, selon mes instructions. Camille, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Ton père et moi avons fait des erreurs. Nous aurions dû demander la permission. Mais tu dois comprendre, nous étions désespérés. Loïc avait besoin d'aide et nous ne savions plus quoi faire. Peut-être qu'à ma sortie, nous pourrons parler. Je suis toujours ta mère. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai classé dans un dossier étiqueté documentation et je l'ai mise dans mon coffre-fort. Cela ne signifiait pas ce qu'elle pensait. Je travaille toujours au ministère. Je traite toujours les subventions de conformité et j'examine les demandes de financement. Le mois dernier, j'ai approuvé une subvention de 4,2 millions d'euros pour une association de logement social. La semaine prochaine, je fais une présentation lors d'une conférence nationale sur la prévention de la fraude immobilière. Mes collègues pensent que je suis calme, ennuyeuse. La femme qui apporte son déjeuner fait maison dans un Tupperware et part exactement à 17 h. Ils ne savent pas que j'ai passé l'année dernière à aider la police à monter des dossiers contre 3 autres familles qui ont commis des fraudes similaires. Ils ne savent pas que je conseille les procureurs sur les schémas d'abus financiers familiaux. Ils ne savent pas que j'ai écrit un manuel sur la documentation et la conservation des preuves qui est utilisé dans la formation sur la criminalité financière. Ils n'ont pas besoin de savoir. J'ai acheté de nouveaux meubles de jardin le mois dernier. Pas cher, mais beau, confortable. Je m'assois dehors le soir avec un livre et un verre de vin, et je ne pense pas à mes parents, pour la plupart. Mon père sort dans 2 ans. Ma mère dans 18 mois. J'ai déjà informé l'administration pénitentiaire que je n'autorise aucun contact.
J'ai déjà préparé les papiers pour une ordonnance d'éloignement, prêt à être déposé le jour où l'un ou l'autre sera libéré. Loïc m'envoie des SMS parfois, généralement quand il est ivre, me disant que je suis une traîtresse, un monstre, que j'ai détruit notre famille pour de l'argent. J'ai aussi sauvegardé ces messages. Ma psy m'a demandé récemment si je me sentais coupable, si je regrettais ce qui s'est passé. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, ai-je dit, je me sens libre. Elle a souri. C'est bien. J'ai 32 ans maintenant. J'ai une maison qui est la mienne, un travail stable, une vie qui m'appartient. Je ne rends de compte à personne. Je ne dois rien. Certains disent que le sang est plus épais que l'eau. Ces gens n'ont jamais eu à choisir entre saigner et respirer. J'ai choisi de respirer, et je n'ai jamais regardé en arrière.